Bonjour mes amis, je m'adresse donc ici, non pas aux Russes, sauf s'il y en a des francophones parmi vous, mais aux Français qui sont en visite à ce séminaire. En réalité, j'ai déjà préparé une autre conférence qui sera mise sur grand écran pour introduire vos débats, et la conférence est en russe. Et celle-ci est une conférence symétrique pour que, ne comprenant pas le russe, vous ne soyez pas à vous ennuyer en attendant que ça se passe de l'autre côté. Je ne vous cache pas que, malgré ma connaissance du russe, j'ai quelques facilités plus grandes à faire cette conférence en français. Alors, je ne vais pas dire tout à fait la même chose d'ailleurs. En gros, bien sûr, les formules seront les mêmes, elles ne peuvent pas changer, sauf quand je me trompe. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est ceci. C'est que la conférence que je vous fais est entièrement théorique. Il n'y a pas de... sauf une expérience dont on parle au début, tout de suite, là. Il n'y a pas question d'expérience. Bah, tout simplement parce qu'il y a dans la salle des expérimentateurs incomparablement plus qualifiés que moi pour le faire. Il y en a, y compris parmi les Français, mais le plus important d'entre eux est évidemment notre patron à tous en matière expérimentale, qui est Leonid Orozkoyev. Là-dessus, je voudrais vous dire une chose, c'est faire une remarque sur la différence entre la façon dont les expérimentateurs et les théoriciens voient la physique. Depuis Newton, nous savons, parce que c'est lui qui l'a compris le premier, parmi beaucoup d'autres choses, le dernier mot en science est à l'expérience, et c'est elle qui, en définitive, distingue le vrai du faux. Et les expérimentateurs sont évidemment imbus de cette idée, et je dois vous dire, ne vous vexez pas, qu'ils exagèrent un petit peu. J'entends par là qu'ils ont trop tendance à exiger tout de suite que les choses marchent dans les expériences, donnent des nombres, donnent des effets physiques, etc. Tandis que les théoriciens ont tendance à trouver que ce qui est logiquement cohérent avec des grandes lois qu'ils admettent est déjà un critère de vérité en lui-même. Et vous verrez, je vous en donnerai la preuve tout de suite, dans quelques instants. Tout ce que je vous raconte, moi, provient de réflexions purement théoriques au départ. C'était des réflexions sur la théorie de l'électron de Dirac, en 1956, j'étais un jeune chercheur alors et je travaillais chez De Broglie, et j'ai voulu présenter l'équation de Dirac sous une forme nouvelle, c'est-à-dire, étant donné que le spin domine, en ne me servant pratiquement que d'angles de rotation. Certains angles de rotation dans l'espace, certains imaginaires qui sont les rotations dans le temps par lequel la relativité représente le mouvement, mais quand même des angles. Plus 1, tout ça, ça faisait 6 angles. Parce qu'il y en a 6 dans l'espace et 3 dans l'espace et 3 dans l'espace-temps. Et il y en a un 7e auquel je donne toujours le nom d'angle génial ou d'angle magique d'Yvon Takabayashi, du nom de deux physiciens, l'un français, l'autre japonais, qui ont compris l'importance de cet angle et qui jouent un rôle déterminant dans ma théorie du monopole magnétique. Dans la théorie du monopole dont je vais vous parler,
tout commence par la symétrie. Et plus exactement, tout commence par deux grands physiciens, Maxwell et Pierre Curie. Et je vais commencer en réalité un peu plus en avant de ces deux-là, parce que Maxwell, c'était les années 60, je pense, du siècle dernier, et il est le premier à avoir tout simplement introduit les monopoles magnétiques dans sa théorie de l'électromagnétisme. Il n'appelait pas ça des monopoles magnétiques, mais enfin, c'était bien de ça qu'il parlait. Parlait de pôles, mais enfin, c'est la même chose. Quant à Pierre Curie, qui ne parlait pas non plus de monopole magnétique, le nom est venu plus tard, Pierre Curie a fait une théorie générale de la symétrie dans les phénomènes physiques, dont le centre d'application principal était l'électromagnétisme. Et Pierre Curie a montré qu'il devait y avoir, pour des raisons de symétrie, et quand je dis symétrie, il ne s'agit pas de raisons d'analogie ou de ressemblance, il s'agit de lois de symétrie tout à fait générales. Pour des raisons de lois de symétrie, il pouvait exister, il ne disait pas qu'il devait exister, mais il pouvait exister des courants magnétiques et des centres magnétiques, en fait des monopoles, auxquels il ne donnait pas ce don. Alors, sur le tableau qui est derrière moi, je voudrais vous montrer d'abord cette chose-là à gauche, qui représente les grandes lois de symétrie de l'électromagnétisme. Vous voyez que un champ électrique qui regarde un miroir a en face de lui un champ magnétique qui va en sens inverse. Un champ électrique, je voulais dire, pardon. Je parle d'un champ électrique. Un champ électrique qui est parallèle au miroir est identique à son image dans le miroir. Si vous prenez une charge électrique, elle est identique à elle-même, c'est-à-dire qu'elle a le même signe dans son image dans un miroir. Les choses sont très différentes pour un champ magnétique. Car si vous avez un champ magnétique ou un courant magnétique parallèle au miroir, il est renversé dans son image dans le miroir. Mais si le courant ou le champ vont vers le miroir, comme c'était ici le cas pour le champ électrique, et bien figurez-vous que le champ magnétique symétrique ou le courant magnétique va dans le même sens. Il y a un tableau de Magritte qui illustre de façon amusante, sans s'appuyer du tout sur les lois de l'électromagnétisme. Le tableau de Magritte représente un homme que nous voyons de dos, qui se regarde dans un miroir, et son image dans le miroir, c'est sa nuque, celle que nous voyons, nous, par derrière. Et en fait, cet homme a la symétrie d'un champ magnétique, ce que Magritte ne savait certainement pas. D'un point de vue classique, j'entends, du point de vue de la physique classique, qui était le point de vue de Maxwell ou de Pierre Curie, l'image dans un miroir d'une charge magnétique est renversée. Et vous verrez que ça n'est pas ce que dit la mécanique quantique. Pour elle, la charge en tant que grandeur physique ne change pas, mais c'est l'image géométrique en somme de la charge qui change de signe. Et donc là-dessus,
la mécanique quantique n'est pas en désaccord avec la mécanique classique, mais elle parle un langage tout à fait différent. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est une autre chose. À la fin du XIXe siècle, il y avait une expérience très à la mode que tout le monde développait, tout le monde scientifique, physique développait, c'était le tube de Crookes. Dans le tube de Crookes, il passait quelque chose qu'on appelait les rayons cathodiques, dont la nature a été l'objet d'un débat très important. Par exemple, Hertz pensait que c'était des ondes, d'autres pensaient que c'était des particules. Ce qui est amusant, c'est que plus tard, De Broglie les a tous mis d'accord en disant que c'était les deux à la fois. Et les expériences qu'on faisait consistaient souvent à mettre des obstacles dans le tube de Crookes. Vous vous rappelez peut-être, par exemple, d'une croix de Malte qu'on mettait dedans et dont on provoquait l'ombre. Je vous rappelle qu'au bout du tube de Crookes, on s'est un jour aperçu qu'il y avait un rayonnement totalement inconnu qui sortait non pas du tube lui-même, mais qui sortait du fond du tube, c'est-à-dire du verre qui fermait le tube. Et ce rayonnement est célèbre, c'est le rayonnement de Röntgen, qui a été découvert comme ça. Alors, il y avait un physicien norvégien, Birkeland. Birkeland a eu l'idée de mettre un aimant. Alors, il a mis un aimant en mettant un seul pôle, un aimant linéaire en mettant un seul pôle dont l'autre pôle était dehors, ou bien il a mis un dipôle, c'est-à-dire un aimant entier qu'il couchait à l'intérieur du tube. Et il s'est aperçu d'une chose curieuse, c'est que cet aimant concentrait le rayonnement cathodique, et il le concentrait tellement que ce rayonnement a été capable de fondre le fond en verre du tube, et donc certainement de le faire éclater. Il y a dû avoir des ennuis quand il a fait ça. Par contre, Birkeland ne comprenait pas du tout pourquoi. Alors, il travaillait à Paris, où il était lié aux Parisiens à cette époque, et au plus illustre des Parisiens scientifiques, Henri Poincaré. Et on a posé la question à Henri Poincaré. Alors, Poincaré a dit une chose extraordinaire. Il a d'abord trouvé évident que les rayons cathodiques, c'était des charges électriques en mouvement. Alors pour lui, ça ne faisait absolument aucun doute. Il était complètement en dehors de la polémique, ne savait pas qu'on se disputait à ce propos. Et en fait, quand 2 ans plus tard, c'était en 97 et Poincaré en 95, ou 94, je ne m'en souviens plus exactement, quand 2 ans plus tard, on a annoncé que l'existence de l'électron, ça consistait à annoncer que le rayonnement cathodique est fait de particules électriques en mouvement. Pour Poincaré, c'était une évidence, il ne l'avance même pas comme une hypothèse scientifique. Et Poincaré se demande qu'est-ce qui arrivera si ce rayonnement cathodique fait de ces particules électriques passe au voisinage d'un centre coulombien magnétique. C'est exactement le cas de l'extrémité de l'extrémité d'un aimant. Et il a montré que cela pouvait se décrire par l'équation que j'écris ici, qui lui est due donc, et d'après cette équation, il a démontré qu'il devait y avoir la convergence du rayonnement cathodique autour du pôle d'un aimant. Et il a montré que les
les centres électriques, ceux que nous appelons maintenant les électrons, devaient tourner autour d'un vecteur fixe qui est un moment angulaire et qui est ce qu'on appelle l'intégrale première de Poincaré, qui est une intégrale première de cette équation. Et ce que je dessine ici, c'est l'axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est celui qui joint l'électron, je l'appelle comme ça, mais je l'appelle comme ça, à un point d'un cercle. Et donc en réalité, les centres électriques, alors que l'aimant se trouve ici, le pôle d'aimant se trouve ici, les centres électriques d'après Poincaré devaient décrire des sortes d'hélicoïdes sur le cône en question. Nous verrons plus tard ce qu'il en est. Et plutôt, je vous le dis tout de suite, c'est là qu'on voit comment raisonnent les théoriciens. Quand j'ai écrit mon équation du monopole, qui n'a aucun rapport apparent avec ça, ça ne ressemble pas le moins du monde. C'est une équation du type équation de Dirac, c'est de la mécanique quantique relativiste, ça ne ressemble en rien à ce que disait Poincaré. Mais si on prend mon équation et qu'on se demande qu'est-ce qu'il arrive à la limite de l'optique géométrique, c'est-à-dire si la constante de Planck est considérée comme négligeable, eh bien on s'aperçoit que mon équation, malgré la grande différence dont je parle, tend vers l'équation de Poincaré. Quand j'ai écrit mon équation, j'en ai recherché la limite dite de l'optique géométrique, c'est-à-dire celle qui correspond à l'idée de négliger la valeur de la constante de Planck. C'est ce qu'on appelle aussi la limite de la mécanique classique. Eh bien, quand on considère cette limite sur mon équation, alors que mon équation ne ressemble en rien à celle de Poincaré, et que ses principes de base même ne sont pas les mêmes, eh bien on trouve l'équation de Poincaré. Ne croyez pas au fétichisme. Le fait de retrouver une équation de Poincaré est une bonne affaire, c'est vrai, mais on ne peut pas s'appuyer simplement sur le fait que Poincaré était un mathématicien célèbre. Ça n'a rien à voir dans l'affaire. Ce qui est important, c'est que l'équation de Poincaré est vérifiée par l'expérience, puisqu'elle est conforme au résultat de l'expérience de Birkeland. Autrement dit, Poincaré décrit une charge électrique en mouvement dans un champ magnétique particulier qui est un champ coulombien, et il trouve un résultat conforme à l'équation de à l'expérience de Birkeland. Donc, l'équation de Poincaré est vérifiée par l'expérience. Seulement, si vous posez la question, qu'est-ce que va faire une charge magnétique, c'est-à-dire un monopole, au lieu d'une charge électrique, c'est-à-dire un électron, et que cette charge est envoyée sur un centre coulombien électrique, alors que chez Poincaré, il s'agissait d'un centre magnétique. Eh bien, vous trouvez rigoureusement la même chose que Poincaré. Autrement dit, il n'y a pas de différence entre, du moins en physique classique, en physique quantique c'est plus compliqué, mais du moins en physique classique, il n'y a pas de différence entre dévier des électrons dans un champ
magnétique coulombien ou dévier des monopoles dans un champ électrique coulombien. Par conséquent, l'équation de Poincaré peut aussi être regardée comme l'équation d'un monopole au sens classique, et cette équation est ipso facto vérifiée par l'expérience, puisqu'elle est vérifiée dans le cas inverse qui est celui de Birkeland. Alors je dois vous dire que quand on est théoricien, on se dit c'est que mon expérience c'est que mon équation est bonne. Et j'ai immédiatement été sûr que j'avais la première preuve expérimentale de l'exactitude de mon équation. Alors maintenant, venons-en à notre sujet plus près. J'ai écrit là l'expression d'un champ électrique en fonction d'un potentiel magnétique. Ce potentiel magnétique est l'analogue pour un monopole magnétique du potentiel de Lorentz pour une charge électrique. Ici, j'écris le champ magnétique avec ça c'est un potentiel, c'est le potentiel vecteur magnétique et là un potentiel scalaire, et vous reconnaissez que ces deux choses sont plus ou moins inversées simplement. Si je voulais maintenant décrire le champ, le champ magnétique créé par une charge électrique et que j'envoie donc un monopole magnétique sur un centre coulombien électrique. Alors on montre assez facilement que les valeurs de B qui sont ici, les trois composantes sont égales à ceci, et cette chose-là est ce qu'on appelle les cordes de Dirac. Aucun rapport avec les cordes idiotes qu'on met maintenant dans la mécanique quantique, c'est des vraies cordes tout à fait sérieuses dans l'électromagnétique. Et c'est une corde parce que vous voyez bien qu'il y a un 1 sur R, et que par conséquent, il y a un centre infini qui se promène le long d'une courbe. Si l'on veut maintenant que les solutions électromagnétiques soient continues, alors Dirac a montré qu'il faut que l'on ait cette égalité. Ça, c'est une constante qui n'a pas appelé D, c'est moi qui l'appelle D en son honneur. C'est donc le produit de la charge électrique par la charge magnétique, divisé par le produit de la constante de Planck, enfin h bar, et la vitesse de la lumière. Et il faut que cette quantité soit la moitié d'un nombre entier. Alors, maintenant, nous allons écrire, excusez-moi, j'aurais dû le dire avant, on va écrire en mécanique quantique, sans préciser pour l'instant encore ce que c'est que psi, qui est en fait un spinner à quatre composantes de Dirac. Si l'on veut écrire une transformation de Gauss globale sur un spinner de Dirac, alors le grand gamma qui est ici, nous sommes dans
nous sommes donc dans une jauge globale. La quantité gamma qui est ici est une quantité constante que je représente par un tenseur à quatre composantes. Et ce tenseur à 4 composantes, il a 16 composantes, je le développe sur l'algèbre de Clifford, où vous avez les quantités I, qui est l'unité, gamma mu, qui est une matrice de Dirac, gamma mu, gamma nu, qui est la matrice dite de spin de Dirac, mais vous verrez qu'elle n'a pas le même sens chez moi. Cette matrice, cette chose-là, est en fait un pseudo-vecteur qui est obtenu par le produit complètement antisymétrique de 3 matrices de Dirac. Et enfin, il y a une grandeur qu'on nomme gamma 5, qui est une matrice complètement antisymétrique avec à 4 indices, et qui en fait a une expression très simple qui est celle que j'écris là. Alors, demandons-nous maintenant qu'est-ce qu'il faut pour que une équation du type Dirac soit invariante par cette quantité que nous avons mise au départ et que nous appelons la jauge globale. Dans l'équation de type Dirac, vous avez les 4 matrices gamma mu, plus une qui est la matrice unité. La façon la plus simple que ça marche est évidemment que gamma commute avec toutes les matrices, particulièrement gamma mu et la matrice unité. Il y a une seule matrice qui a cette propriété, c'est l'unité gamma 1. Et vous obtiendrez comme ça l'invariance de phase à la Dirac, qui permet de définir une dérivée covariante que j'écris là en présence d'un potentiel polaire de Lorentz, et l'équation en question, vous la connaissez, c'est celle que j'ai encadrée là, c'est l'équation de l'électron de Dirac. Eh bien, vous aviez ici ces 4 matrices. Supposons que la matrice grand gamma que nous avons, au lieu de commuter avec les 4 matrices, anticommute. Or, pour qu'il y ait invariance de jauge dans le sens que j'avais dit, c'est-à-dire en épuissance I gamma, pour qu'on ait l'invariance de jauge, il faut évidemment que la matrice se comporte de la même manière avec toutes les matrices gamma mu, pour pouvoir être mise en facteur général. Eh bien, il n'y a deux moyens d'y parvenir. Le premier, c'est ce que j'ai mis là, elle commute avec tout le monde, ou bien elle anticommute. Et par conséquent, celle qui anticommute avec tout le monde, nous la connaissons, c'est gamma 5. Mais elle n'anticommute pas avec l'unité qui est ici. Donc ça n'est vrai que si la masse de la particule est nulle. Mais si la masse de la particule est nulle, il y a donc 2 invariances de jauge possibles, une ici avec le signe moins, c'est-à-dire la variance par commutation qui donnait l'équation de Dirac, ou alors il y a l'invariance, il y a
l'invariance par anticommutation, qui n'est possible que pour les masses nulles, qui donne une dérivée covariante que je qualifie de chirale ici, parce qu'elle est chirale, je ne donne pas toutes les explications, là, excusez-moi. Elle est chirale parce que gamma 5 est un pseudo-scalaire et B mu est un pseudo-vecteur. C'est-à-dire que leur produit est polaire et donc se transforme bien comme une dérivée. Et l'équation que l'on trouve comme ça, qui n'a pas de terme de masse, s'écrit comme je l'écris là. Sauf que vous voyez qu'il y avait un I ici qui n'est plus là. Alors ce I n'est plus là simplement parce que B mu est en fait un pseudo-vecteur qui est défini par un produit de ce type-là, et on s'aperçoit que c'est pour cette raison que le I qui était là chez Dirac disparaît dans notre cas. Cette équation, c'est l'équation du monopole que j'ai trouvée il y a maintenant très longtemps, je ne sais plus, dans les années 80, je ne me rappelle plus très bien. Cette équation est linéaire, comme l'équation de Dirac. Et elle n'a pas de masse. Alors, être linéaire passe encore, mais je suis d'une école où on déteste les masses nulles. Car De Broglie considérait qu'il n'existe pas de particules de masse nulle. C'est pourquoi, dans sa théorie de la lumière, il a donné une masse au photon, une masse très faible, bien entendu, en considérant d'ailleurs que l'expérience prouve que la masse est très petite, mais l'expérience est évidemment incapable de prouver que la masse est exactement égale à 0. Donc, comme ça n'est pas prouvable expérimentalement, il a admis qu'il doit y avoir un terme de masse. Mais ici, je ne peux pas tricher parce que j'ai un problème d'algèbre qui se pose, qui est celui-ci. C'est que de toute façon, quelle que soit la dimension de cette masse, je perds la commutation. Alors, je vous montrerai plus loin, je l'espère, que il y a une autre équation non linéaire avec une autre invariance de jauge plus subtile, et que cette équation donnera un monopole qui a une masse. Cela étant, pour l'instant, nous restons avec la masse nulle. L'équation du monopole que nous voulons vous écrire est invariante dans cette transformation de jauge. Donc ici, vous voyez qu'il y a ce gamma 5. Alors, pourquoi il faut le I là et qu'il ne fallait pas là-bas, c'est un petit peu malin, mais je laisse tomber. Quant à B mu, B mu est transformé comme le A mu de Lorentz, sauf que le phi est un pseudo-scalaire et non pas un scalaire. L'angle de phase est un pseudo-scalaire. Et alors, l'équation que j'ai écrite conserve le magnétisme, parce que l'équation conserve automatiquement un vecteur K, que j'écris ici comme le produit de la charge magnétique par sigma K, mais ce n'est pas grave. Ce qu'il y a surtout, c'est que sigma K, c'est cette quantité. C'est-à-dire que cette matrice conserve un pseudo-vecteur qui est du genre espace. Alors on peut trouver que c'est très embêtant, parce que un courant
Un courant électrique, par exemple, est un vecteur du genre temps. Pourquoi c'est un vecteur du genre temps? Parce qu'il existe une position de repos de la particule électrique, par exemple l'électron de Dirac, dans laquelle position de repos la vitesse et donc le courant est nulle. Eh bien, pour un monopôle magnétique, ce n'est pas le cas. Le pseudo-vecteur courant qui est ici est du genre espace. Et voilà ici par exemple, excusez-moi, j'avais écrit ça en écrivant dans le cas d'Irak, alors que dans mon cas moi, c'est ici. Plus tard, nous verrons que cette bizarrerie du vecteur de genre espace disparaît dans une autre forme qu'on va donner à l'équation. Pour l'instant, j'introduis, parce que ça va nous être utile, ce qu'on appelle les tenseurs de Dirac. Les tenseurs de Dirac sont des tenseurs, 16 composantes tensorielles, qui sont composées d'un scalaire, un vecteur polaire, un vecteur antisymétrique, excusez-moi, un tenseur antisymétrique d'ordre 2, j'aurais dû mettre des parenthèses carrées ici, un pseudo-vecteur et un pseudo-scalaire. Je dois vous dire que ce n'est pas une simple anecdote, mais quand De Broglie a vu l'un des premiers qu'il y avait ces tenseurs-là chez Dirac il n'y était pas au départ. Quand il a vu qu'il y a ces grandeurs, il a tout de suite remarqué celle-ci. Parce qu'il s'est dit, mais ça a la même variance qu'un champ électromagnétique. Et il a tout de suite compris qu'il devait être possible de reconstruire l'électromagnétisme à partir de l'équation de Dirac à cause de ce tenseur. C'est très curieux parce que ce tenseur n'est pas un champ chez Dirac. Le lien est beaucoup plus compliqué qu'il ne paraît. Mais il s'est dit qu'on disposait chez Dirac de deux grandeurs essentielles. Premièrement, l'onde avait une polarisation parce qu'elle avait plusieurs composantes, et que deuxièmement, il traînait quelque part un tenseur qui ressemble au tenseur de Maxwell. Eh bien, il a réfléchi pendant, je ne sais pas, mais je pense au moins 6 ans, et au bout de 6 ans, il a découvert les équations du photon qui, effectivement, font jouer à un tenseur de ce type un rôle essentiel. Alors ici, c'est une chose dont je ne me servirai guère, mais quand même, il faut le signaler. Oméga 1 et oméga 2 peuvent s'écrire sous cette forme. Si vous prenez leur quotient, vous verrez que cet angle A est l'arc tangente du rapport oméga 2 sur oméga 1. Et c'est ça que j'appelle l'angle magique d'Yvon Takabayashi, qui sont les deux physiciens qui les ont découverts. A est un pseudo-scalaire, et à vrai dire, jusqu'à ma théorie du monopôle, on ne savait pas quoi en faire. C'est-à-dire que tout le monde voyait que c'est très important. Par exemple, si l'angle A est nul, eh bien, simplement dans l'équation de Dirac, la mécanique quantique disparaît. L'équation devient une équation classique de ce qu'on appelle un fluide à spin, mais qui n'a plus de rapport avec la théorie des quanta. Ceci pour dire qu'on avait très bien compris, les découvreurs de l'angle et ceux qui l'ont suivi,
ont très bien compris que l'angle joue dans l'équation de Dirac un rôle déterminant. Mais on ne savait pas tout à fait quoi. Si vous prenez ces deux grandeurs, vous pouvez les regarder comme étant les deux composantes d'un plan, les deux coordonnées d'un plan. C'est ce que j'appelle le plan chiral. Eh bien, cette transformation de jauge a la signification d'une rotation, mais une vraie rotation ordinaire, dans le plan chiral. Autrement dit, quand on prend l'équation de Dirac et qu'on regarde la transformation de jauge qui consiste en un changement d'exponentielle, s'il s'agit, cette exponentielle est une rotation ordinaire dans l'espace physique. Si vous prenez la transformation de jauge de l'équation du monopôle, eh bien vous trouvez qu'elle est équivalente aussi à une rotation, tout à fait comme dans le cas de l'électron, mais cette rotation n'a plus lieu dans l'espace physique, dans un plan physique ordinaire, mais dans un certain plan que l'équation est capable de définir et que j'appelle le plan chiral. Voilà, je voudrais vous montrer là quelques importantes relations algébriques que j'ai écrites, qui ne sont pas très compliquées à démontrer, mais enfin que je me dispense de démontrer parce que ça allongerait quand même beaucoup l'exposé. C'est que la première relation, c'est que moins J mu, c'est-à-dire le contracté de J mu par lui-même, est égal à plus sigma mu, où J mu est donc le vecteur courant électrique, et le courant d'ailleurs de probabilité, qui est le même courant avec des coefficients différents, tandis que sigma mu est le courant magnétique. Pour des raisons pas évidentes, mais qui sont quand même la vérité, le moins doit bien être ici dans mon écriture, et ceci est un vecteur polaire, c'est-à-dire qui est un vecteur, c'est un vecteur qui est comme un vecteur vitesse, et il est du genre temps en relativité. C'est pour ça que je signale la présence de sigma qui évoque dans l'esprit des gens en général le genre espace, mais ici ce n'est pas le cas. Tandis que ça, c'est un pseudo-vecteur, c'est-à-dire qu'il est axial au lieu d'être au lieu de ressembler, il ressemble à un axe de rotation et non pas à une vitesse. Il est du genre espace, et donc ceci, c'est le courant électrique, et cela, le courant magnétique. Et ces deux normes, qui sont égales à la somme de oméga 1 carré plus oméga 2 carré. Vous vous rappelez, on avait écrit la série de ces tenseurs qui découlent de l'équation de Dirac. Oméga 1, donc, c'est ce qu'on appelle le premier invariant, et oméga 2, le second invariant. En réalité, ce n'est pas tout à fait juste, parce que oméga 1 est un vrai invariant, c'est-à-dire c'est un scalaire, alors que ça, c'est un pseudo-invariant, dans le sens que c'est un pseudo-scalaire, c'est-à-dire qu'il change de signe par parité. Alors que celui-là
ne change pas. Je vous rappelle que ce qu'on appelle la parité, c'est la symétrie par rapport à un plan. Donc, oméga 1 carré plus oméga 2 carré, ce truc-là est un scalaire vrai, puisque ça, c'était un scalaire qui ne change pas de signe, par parité, celui-là qui change de signe, mais comme ils sont au carré tous les deux, ça ne change pas de signe. Je le désigne par ρ2. Eh bien, on démontrera, tout à l'heure on ne le démontrera pas vraiment, mais enfin, on verra que cette quantité, c'est la courbure de l'espace due au monopole magnétique. Car on peut démontrer que la présence d'un monopole magnétique dans l'espace a une influence sur sa géométrie et que ça introduit des propriétés qui sont riemanniennes dans la géométrie, notamment la courbure et la torsion. Ensuite, la deuxième loi importante, c'est que ce produit-là est nul, ce qui veut dire que les deux courants sont orthogonaux. Orthogonaux, entendons-nous, ils sont orthogonaux dans l'espace-temps, c'est-à-dire l'espace relativiste à 4 dimensions. Ajoutons encore que l'équation du monopole est CPT invariante, c'est-à-dire que le produit de la conjugaison de charge par l'inversion de l'espace et le renversement du temps, ce produit-là ne modifie pas cette équation. Vous savez tous que cette loi CPT, qui a été découverte par Luders et Pauli, est l'un des grands credos de la mécanique quantique. Ça ne veut pas dire qu'elle est obligée d'être toujours vérifiée. Par exemple, je ne sais pas, l'angle A n'est pas CPT invariant. Et moi je crois, attendez voir, je dis peut-être une bêtise. Mais enfin, il y a des grandeurs qui ne sont pas CPT invariantes. Ça n'est pas un crime de violer ça. Par contre, une équation de la mécanique quantique qui ne serait pas CPT invariante, on serait embêté si elle était toute seule. Eh bien, je vais vous en montrer une tout de suite. G, la charge, est un scalaire invariant. Là-dessus, il faut bien voir une chose très importante. C'est que tout à l'heure, au début, je vous racontais, je vais vous le montrer encore une fois, c'est pas difficile. Je vous racontais que, tandis que la charge électrique ne change pas dans un miroir, la charge magnétique change en sa valeur opposée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de dire? C'est une conséquence de cette équation. Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire qu'en réalité, la grandeur physique qu'on appelle charge magnétique est un scalaire positif. Et je vous signale que toutes les grandeurs physiques que vous connaissez sont des scalaires positifs. J'entends par là toutes les constantes de la physique que vous connaissez. Pour prendre un exemple absurde, la constante de Planck n'a pas la variance relativiste comment dirais-je, le mot m'échappe, mais d'un tenseur de rotation. La vitesse de la lumière, la constante vitesse de la lumière,
ne change pas par parité sous prétexte que c'est le quotient d'une longueur par un temps et que par un tel quotient doit changer si on retourne l'espace ou si on retourne le temps. La constante C est une constante absolue. Eh bien, il en est de même, d'après la mécanique quantique, pour cette charge magnétique qui est un scalaire invariant. Ce qui va apparaître, je l'espère, plus loin, je vous avoue que j'ai tout d'un coup un doute, bon, j'espère que ce n'est pas le cas, mais ce qui a la variance qu'avait découverte Pierre Curie, c'est autre chose. C'est une grandeur que j'appellerais, je sais pas, peu importe, ça ressemble à un E, c'est pas important. Mais c'est le produit gamma 5G. Et ça, c'est un opérateur de charge magnétique. C'est-à-dire que l'opérateur de charge magnétique qui change, comme le disait Pierre Curie, et qui est un pseudo-scalaire, c'est en fait donc un opérateur produit de cette charge scalaire invariante par la matrice gamma 5, alors que si, alors j'ai pas été très bien inspiré parce que il vaudrait mieux dire que c'est la charge magnétique, tandis que ici, si j'écris la charge électrique, elle est égale à I, matrice unité, par E, qui est la charge de l'électron. Ce produit-là est un produit, I étant simplement la matrice unité. Alors personne ne parle de l'opérateur charge électrique parce qu'il est trivial. Le fait qu'on mette une matrice unité dedans ne change rien. Alors que ici, ça n'est pas du tout la même chose, parce que l'opérateur charge magnétique, tenez, je vais corriger mon mauvais choix de tout à l'heure devant vous, c'est bien d'être équipé pendant qu'on parle, c'est-à-dire que l'opérateur charge magnétique, lui, il est le produit d'une charge invariante comme pour l'électricité, mais avec une matrice qui, elle, n'est plus du tout invariante, puisqu'elle change de signe quand on change l'orientation de l'espace. Alors voilà, maintenant, nous allons passer à autre chose, enfin, à un autre chapitre de la théorie du monopole, c'est celle-ci, qui est la représentation de Weyl. La représentation de Weyl consiste en ce que l'on remplace le spinner psi qui était ici, qui est le spinner de Dirac, par ceci, qui est, ça c'est un objet à 4 composantes, comme psi, parce que ça c'est 2 composantes et ça c'est 2 autres composantes. Donc il y a 4 composantes, comme ici. Et on multiplie par cette matrice, qui est une matrice carrée, une matrice carrée d'ordre 4, et qui est la somme de deux des matrices de Clifford dont on parlait tout à l'heure. Il y en a une, gamma 4, qui est cachée là-dedans, parce que c'est la barre qui la représente, et l'autre, gamma 5, qu'on voit ici. Donc, le gamma 4 plus gamma 5, c'est la somme des 2 matrices qui sont au debout de la liste des grandeurs algébriques
cliffordienne. Je vous rappelle que ce changement de variable a été défini par Hermann Weyl. Alors tout le monde ne l'écrit pas comme moi. Le plus souvent, les gens disent 1 plus gamma 5. Pour ma part, je trouve qu'ils ont tort. C'est pas faux ce qu'ils mettent, n'est-ce pas? Ils ont tout à fait le droit. Ils ont tout à fait le droit de faire ça, mais je pense que ce n'est pas un choix très heureux. Eh bien, si vous faites cette transformation là-dedans, vous trouvez un système de 2 équations. Chacune d'entre elles agit sur un plus petit spinner qu'avant, puisqu'il n'a plus que 2 composantes, et c'est l'ensemble qui a 4 composantes. Ici, on a les, comment ça s'appelle, les potentiels magnétiques, la charge magnétique. Et alors venons-en à la transformation CPT, c'est-à-dire conjugaison de charge, parité et inversion du temps. Eh bien, chacune de ces 2 équations n'est pas invariante par ça. C'est l'ensemble qui possède cette invariance, l'ensemble des 2 équations. C'est-à-dire que vous avez 2 équations qui sont séparées, ici, ce qui n'aurait pas du tout été le cas chez Dirac, parce que chez Dirac, il y aurait eu un terme de masse qui mélange tout, en réalité. Ici, vous avez 2 équations qui sont séparées, mais c'est à elles 2 qu'elles représentent le monopôle magnétique. Il y a une invariance de jauge, et cette invariance de jauge qu'on avait tout à l'heure en puissance I gamma 5 prend cette forme-là, avec, vous le voyez, la phase qui est une pseudo-phase et qui est responsable de ce signe moins qui apparaît ici. Et enfin, dernière expression mathématique importante, à l'aide de ça, on peut construire 2 vecteurs, n'est-ce pas, dont le psi croix xi représente ici la composante temps, et ceci la composante espace, et ici c'est pareil, sauf que vous voyez qu'il est construit un peu autrement, puisqu'il y a un signe moins qui était là, et qui n'est plus ici. Alors il faut se méfier, parce que dans ce genre d'équation, on trouve quelquefois des différences qui ont l'air tout à fait minimes. On dit, bon, d'accord, hein, on a changé un signe. Pas du tout. Le fait qu'on a changé ce signe change totalement la symétrie de l'équation. Et c'est un signe qui joue un rôle très important. Et on s'aperçoit que les 2 vecteurs en question ont la propriété d'être isotropes dans l'espace-temps. C'est-à-dire que leur longueur dans l'espace-temps relativiste est nulle, comme vous le voyez. Et vous remarquez que le rapport entre ces 2 grandeurs, xi et état, ou entre ces 2 vecteurs que nous avons ici, est un rapport extrêmement simple, n'est-ce pas? Que la propriété commune d'isotropie, par exemple, ils ne sont pas orthogonaux, hein, par contre, la propriété commune d'isotropie qui est ici est tout à fait remarquable, parce que ce sont 2 vecteurs qui sont donc d'une extrême simplicité. Eh bien, figurez-vous que la somme des 2, c'est l'électricité, et la différence des 2, c'est le magnétisme. Autrement dit, ça c'était un truc du genre espace, du genre temps, pardon.
Et ça, on comprenait très bien. Bon, il faut bien que dans le système propre d'un électron, la vitesse soit nulle et donc que le courant électrique soit nul. Et ce machin-là, il est du genre espace et non pas du genre temps. Donc, le courant magnétique est une chose qui est radicalement différente du courant électrique. Eh bien, chose amusante, ils sont le fruit très simple, par addition et soustraction, de deux vecteurs qui découlent de ça, et excusez-moi, qui ont la propriété de se conserver. Et ça, j'ai oublié de le dire. C'est-à-dire que 1 sur C, non, c'est-à-dire que d mu x mu égale 0 et d mu y mu est égal à 0. C'est-à-dire les deux vecteurs sont isotropes et conservatifs dans l'espace-temps, ce qui veut dire qu'en fait ils sont plus simples et ils sont tous les deux de la même nature parce qu'ils sont deux vecteurs isotropes. Et je vous avoue que j'ai été effleuré par l'idée que ces deux vecteurs sont peut-être des grandeurs physiques plus importantes que le courant électrique et le courant magnétique. Reprenons brièvement sur cette page D avant de la tourner. Comme vous le voyez, il y a deux sortes de relations algébriques qui sont d'une très grande importance et qui, il faut le souligner, ne dépendent absolument pas des équations du mouvement. C'est aussi vrai pour l'équation de Dirac que pour la mienne. C'est simplement des équations algébriques qui relient entre elles les grandeurs J sigma et oméga qui ont été définies précédemment. Il faut dire que, pour ma part, je vois une sorte de miracle de physique mathématique dans ce genre de relations. Parce que des relations aussi simples que celles-ci puissent avoir des liens étroits avec des phénomènes physiques qui par ailleurs ont été étudiés et décrits, ça explique pourquoi les théoriciens exagèrent un peu dans le sens contraire des physiciens expérimentateurs et ont tendance à trouver que quand on se trouve devant une harmonie mathématique évidente, il est très difficile de croire que ce n'est pas physiquement vrai. Et là, vous en avez un exemple remarquable, parce que toutes ces équations qu'on connaissait dans la théorie de Dirac, il y en avait des morceaux qui étaient restés extrêmement mystérieux. Et comme par exemple l'angle A, ou le sens des invariants de Dirac, des choses comme ça. Et franchement, on les trouvait plutôt encombrants, parce qu'on avait l'impression qu'on payait les succès de l'équation de Dirac par une espèce de fatras algébrique qui était extrêmement chic d'apparence, mais qui n'avait pas toujours l'air très convaincant physiquement. Eh bien, quand on l'a complété
Quand on a complété le côté électrique par le côté magnétique, on a établi là une harmonie physique qui est décrite par ces formules mathématiques et qui rendent à mes yeux très difficile de croire que la physique qui est là-dedans n'est pas la pure vérité. Maintenant, regardez ça. La représentation de Weil, dans le fond, on pourrait croire qu'elle est moins élégante que celle de Dirac, je vous signale que Weil était l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. L'accuser de manquer d'élégance mathématique ne me paraît pas une idée très profitable. Mais disons que ça fait un peu pagaille à côté de l'équation de Dirac. Ça, c'est tellement mieux que ça. Il n'en est rien. Parce que, en fait, quand on y regarde de plus près, l'équation de Dirac repose sur la notion d'énergie. Tel que je l'ai exposé, ça ne se voit pas, mais c'est un fait. C'est la vérité. La représentation de Weil repose non pas du tout sur l'énergie, mais sur la chiralité, sur la gauche et la droite. Et je pense que c'est pour ça que l'équation de Dirac sous sa forme, que l'équation de l'électron sous la forme de Dirac est plus importante, me semble-t-il, que la représentation de Weil, parce que Dirac, c'est l'énergie, c'est les atomes, c'est la matière telle que nous la connaissons. Alors que quand on prend le monopole magnétique, et il faut bien dire que Maxwell l'avait compris, vous vous rendez compte depuis combien de temps? Depuis presque un siècle et demi. Que Pierre Curie l'avait compris encore mieux que Maxwell en perfectionnant ce que Maxwell avait dit. Eh bien, ce qu'ils avaient compris, c'est que ils opéraient, eux, dans leur esprit, sur une autre différence, qui n'est pas celle qui fait varier l'énergie, mais qui c'est celle qui fait passer de l'électricité au magnétisme. En relativité, on passe du temps à l'espace et de l'espace au temps. Et ils avaient compris l'autre aspect des choses qui était la chiralité. Parce que cette équation de Weil est gauche et cette équation de Weil là est droite. Alors, je me trompe peut-être, n'est-ce pas? La bonne idée, c'est peut-être le contraire, mais ça n'a absolument aucune importance. Vous savez que Pasteur a commencé son impressionnante carrière scientifique en découvrant la chiralité sur l'acide lacté tartrique, je pense, sur l'acide tartrique. Pasteur, visiblement, pensait que cette découverte était la plus grande qu'il ait faite. Modestement, je me permets d'être d'accord avec lui. D'abord parce que c'est de là que sont partis tous ses travaux en biologie. Parce qu'il a découvert que, disons grosso modo, la biologie est gauche. Ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas toujours vrai, mais en gros, la biologie est gauche. C'est-à-dire que le vivant n'est pas identique à son image dans un miroir. L'homme qui a découvert ça est à coup sûr l'un des plus grands savants de tous les temps. C'est une découverte à la hauteur de ce qu'a pu dire Newton ou Einstein. Et d'ailleurs, il paraît, on me l'a raconté, mais je ne l'ai pas vu, il paraît que quand il a été élu à l'Académie française et qu'on lui a offert une épée, il a demandé ce qu'il voulait
Et il paraît que sur le pommeau, il y a un cristal d'acide tartrique. Très honnêtement, je n'ai pas vu cette épée, donc je ne le sais que par oui dire. Je pense que c'est exact. J'ai eu l'occasion de lire un pli cacheté déposé par Pasteur à l'Académie quand il avait, je ne sais pas, 24 ans, je pense, et où il racontait ses expériences sur l'acide lactique, sur l'acide tartrique, pardon. Eh bien, quand vous voyez ce jeune homme écrivait à 24 ans, vous avez rétrospectivement la certitude absolue qu'il était un des plus grands hommes de science du siècle. C'est une petite merveille, ces plis cachetés. Vous savez que les plis cachetés de l'Académie sont une excellente chose parce qu'elles permettent de prendre date sans dire ce que l'on a fait, et en le ressortant quand on veut. Alors, ça veut dire aussi qu'on prend date pour des trucs complètement idiots. Il y a des quantités de bêtises dans les plis cachetés. Et puis, il y a des choses tout à fait mirobolantes. Eh bien, le pli cacheté le pli cacheté, je ne sais pas s'il y en avait plusieurs, mais en tout cas, le pli cacheté que j'ai lu de Pasteur, c'est peu dire que de dire que c'est scientifiquement mirobolant. Alors voilà, maintenant, poursuivons. D'abord, je n'en parle pas, mais je répète ce que je vous ai dit au début, si on prend l'approximation de l'optique géométrique de l'une des équations que j'appelle un peu exagérément d'Hermann Weyl, c'est quand même moi qui les ai écrites, c'est pas lui, ces équations-là, mais elles sont à la Hermann Weyl. Si on prend l'une de ces équations et que on y fait tendre la constante de Planck vers 0, on trouve ça dans mes travaux, il est extrêmement facile de trouver qu'on obtient l'équation de Poincaré avec ce que je disais tout à l'heure, la première preuve d'exactitude de mes équations qui est le phénomène de Birkeland, ou plutôt sa réciproque magnétique. Alors maintenant, si on écrit donc l'une des équations en question, je le répète parce qu'on ne les voit pas trop, on ne les voit jamais trop, parce que c'est cette représentation de Weyl qui représente tout le secret du monopole, et c'est ça que racontaient Maxwell et Pierre Curie, eux qui n'avaient évidemment jamais vu de représentation de Weyl de quoi que ce soit, puisqu'ils arrivaient des dizaines d'années avant l'équation de Dirac. Si vous prenez donc cette équation et que vous dites maintenant que le champ, donc c'est l'équation du monopole, si vous dites que le champ électromagnétique dans lequel il se trouve est un champ électrique coulombien, alors vous obtenez tout de suite cette intégrale du mouvement, qui n'est pas évidente, elle n'est pas évidente du tout même. Il y a ici une constante que j'appelle D d'avance, pas D d'avance, mais D parce que Dirac, parce que cette constante, on verra, c'est celle de Dirac. Mais pour l'instant, c'est rien, c'est une constante d'intégration. Eh bien, si vous prenez ceci, vous voyez que c'est la somme de cette quantité-là, que vous voyez ici, et d'un terme dû au spin. Eh bien, cette chose-là, c'est l'intégrale de Poincaré, mais elle est sous forme quantique. Et ensuite, on s'aperçoit que si vous prenez les
trois composantes de J, de ce J, les trois composantes dans l'espace, donc I, J, K, alors vous avez ces relations-là qui sont bien les relations d'un moment de rotation. Lambda obéit exactement, c'est-à-dire l'intégrale de Poincaré quantique, obéit évidemment aux mêmes relations, ça se comprend tout de suite, puisque le spin, lui, qui commute avec ça, obéit à ces relations-là aussi. Alors maintenant, prenons cette chose-là, c'est-à-dire la partie sans spin de cette intégrale. Et considérons, donc elle a trois composantes, c'est un vecteur de l'espace ordinaire, trois composantes, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Et considérons les fonctions propres de ces opérateurs. Donc vous comprenez, il va falloir raconter ça avec des angles de l'air. Il faudra raconter des angles de rotation plutôt d'abord ordinaire. Ça également. Et on aura des fonctions propres que j'écris ici sans les expliciter. Je n'expliciterai rien là-dedans. Et on va introduire un troisième angle. C'est-à-dire que on va construire des fonctions que je désigne comme ceci, qui dépendent de θ, phi et d'un troisième angle qui, de cette façon-là, c'est-à-dire que je prends z et je le multiplie simplement parce que c'est exponentiel, dans laquelle d est la constante qui est ici, et quant à qui, eh bien c'est simplement le troisième angle de l'air. C'est-à-dire, je considère que les deux premiers, ce sont les deux premiers angles de l'air, et que qui que j'introduis, c'est la rotation propre de l'air. Alors, les dk que j'ai construits comme ça seront fonctions propres de nouveaux opérateurs qui vont remplacer les opérateurs lambda. Les nouveaux opérateurs, je les appelle R, 1, 2, 3. Et ces opérateurs, les voilà. On les reconnaît au premier coup d'œil. Ce sont les opérateurs ce sont les opérateurs du groupe des rotations dans R3. Alors ça n'est pas présenté sous la forme habituelle parce que en général on représente les opérateurs du groupe des rotations dans le système en mouvement, c'est-à-dire le système qui tourne, alors que ici c'est représenté dans le système fixe, celui dans lequel tourne le système. Les fonctions propres que j'ai écrites sont simplement les fonctions sphériques généralisées, et chose tout à fait capitale, ce sont les fonctions propres du mouvement de la toupie symétrique. Et quant aux cônes, vous vous souvenez que Poincaré disait que les trajectoires se font sous forme hélicoïdale sur un cône. Eh bien, on s'aperçoit que le cône de Poincaré, c'est le cône de Poinçot, qui est bien connu pour la toupie. Et tout repose sur la condition de continuité du mouvement, et on obtient que la constante D doit être égale à ceci. Vous savez, vous vous souvenez
que D, qui est égal à EG sur H bar C, cette fonction D était égale à n sur 2. Alors maintenant, ça n'est plus n sur 2, c'est... Ah, excusez-moi, c'était écrit ici, peu importe. Ça n'est plus n sur 2, c'est ceci. Mais les j en question, c'est justement 0, 1,5, 1, etc. C'est-à-dire ce sont bien les valeurs de Dirac. Seulement la différence, c'est que maintenant D a un sens physique, D a un sens physique qui est la projection du mouvement sur l'axe de symétrie de la toupie, et quant à J, eh bien c'est simplement la valeur du moment cinétique de la toupie. Alors maintenant, tout ça n'est pas difficile à démontrer, n'est-ce pas? Ça paraît compliqué parce qu'on fait sauter tous les calculs, mais comme en réalité les calculs sont des calculs connus, on les prend tout bêtement dans les livres sur la théorie des groupes. Je vous signale que ceux qui ont fait les premiers calculs sur le monopole, pas du tout basés sur mon équation, mais sur d'autres considérations, ont eu jusqu'à 10 pages de calcul dans la FIS rêve. Ça portait un nom compliqué, je ne me rappelle plus quoi, et personne d'entre eux n'avait remarqué que simplement ils écrivaient des formules que tout le monde connaissait dans la théorie du groupe des rotations. C'est ça qu'il faut comprendre dans la théorie du monopole, c'est que les lois de symétrie et le groupe des rotations jouent dedans un rôle tout à fait déterminant. Alors maintenant, on va se poser, on arrive presque à la fin, comment introduire une masse du monopole. Donc je vous répète, quand on était là de Broglie, c'est très énervant, il faut qu'il y ait une masse. Comment introduire une masse? Je vous ai dit déjà que quand on est élève de Louis de Broglie, on a horreur des masses nulles. Donc on a envie de faire autrement. Si on introduit une masse, comme c'est le cas dans l'équation de Dirac, c'est interdit dans notre cas, parce qu'on brise la symétrie chirale, et ce n'est pas possible. Alors au lieu de mettre ça, on mettra un terme qu'on appelle f de ρ, où f est une fonction quelconque, malheureusement. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup développé cette partie. Parce que il y a quand même des ajouts qu'il faut faire pour que ça marche. Ça marche avec une fonction quelconque, mais seulement on ne peut pas calculer avec des fonctions quelconques. Il faut avoir des fonctions définies. Donc on va les définir en cours de route. F de ρ, où ρ est l'invariant chiral, c'est-à-dire la principale grandeur de la théorie qui ne change pas par rotation. Et alors, d'abord, on va écrire le Lagrangien dans la représentation de Weyl. Vous voyez que ça, ce que j'écris ici, c'est la fonction de Lagrange d'où dérive le système d'équations que j'ai écrit tout à l'heure, qui est l'équation du monopole sous la forme de Weyl. Et je rajoute simplement ce terme, ça c'est pour la dimension physique, et je rajoute ça. L'équation elle-même qui dérive de là dans la représentation de Weyl, ça sera ça.
dont je me rends compte soudain qu'à force de faire des bricolages par photocopie, on a fait sauter ici ce terme-là et ici aussi. On a fait sauter le temps. Bon, excusez-moi. Et puis, dernière chose, je mets ce que l'on appelle la représentation de von Neumann, qui est en fait celle de Dirac, où vous voyez que le début, c'est mon équation du monopole, et le terme que j'ajoute ici, qui vient de ce truc-là qui était ajouté dans le Lagrangien, prend cette forme-là, où ρ, je le dis, je le répète, est donné par ça. Alors, muni de ça, on ne peut rien en faire, puisque le cas de ρ en question, vient de ça, donc il vient de ça, donc il contient une fonction inconnue et pour l'instant arbitraire. Eh bien, on va choisir. D'abord, pour ne pas s'embêter, on ne va pas mettre d'influence électromagnétique extérieure. Et deuxièmement, pour se simplifier la vie, on va dire que le quart de ρ qui est ici, qui est cela et qui vient de là, est simplement égal à lambda, une constante, par ρ. Quand on fait ça, on s'aperçoit que l'équation qu'on obtient, c'est celle-ci. Figurez-vous que cette équation, qui dérive de mes équations du monopole, et sans que je pense à rien en chemin, a été trouvée par toute une série d'autres auteurs qui, eux, ne s'occupaient pas du tout du monopole et qui n'en avaient même pas l'idée. Parmi les auteurs, il y en a de très convenables, comme Heisenberg, par exemple. Alors, cette équation-là ne se trouve pas dans les travaux d'Heisenberg, mais ça n'a aucune importance, parce qu'en réalité, Heisenberg l'a écrite sous une autre forme en utilisant les grandeurs J et sigma que j'avais tout à l'heure. Donc, ne la cherchez pas chez Heisenberg, elle ne s'y trouve pas. Mais ce qu'écrit Heisenberg est exactement équivalent à ça. Et en outre, il y a un mathématicien russe, Ruditchev, qui a trouvé cela en se promenant dans les espaces à connexion affine. Je laisse tomber ça pour simplifier l'exposé. Donc sachez que Ruditchev a trouvé ça en cherchant tout autre chose dans un espace à connexion affine. Et il a choisi, ça ce sont les connexions affines, et il a choisi un espace plat avec torsion. Alors on peut s'étonner un peu qu'on puisse être plat et avoir une torsion. Mais je ne peux pas l'expliquer ici, c'est le langage nettement plus raffiné des géométries riemanniennes. Et quand il a écrit ça, il a trouvé une certaine dérivation covariante, et il a trouvé ceci. Or, vous voyez que ça ressemble comme deux gouttes d'eau
à l'équation qui m'est venue avec le monopole, sauf que ici, ces grandeurs sont liées aux grandeurs riemanniennes qui caractérisent l'espace dans lequel se trouve Raditchev, tandis que là, cette grandeur apparaissait comme provenant d'un champ extérieur. Et des calculs assez simples montrent que cette grandeur, cette équation-là, peut s'écrire de cette façon, en géométrie affine, et que cette équation, c'est, excusez-moi, que cette équation-là, c'est exactement celle que j'avais avant, et dont je vous disais qu'elle correspond à une équation écrite par Heisenberg, et en réalité je m'aperçois après coup que la forme qu'a trouvée Heisenberg c'était celle-ci, qui lui ne parlait pas de transformation affine. Alors tout ça est un peu brouillon, pardonnez-moi, mais c'est parce que j'ai envie quand même de ne pas trop allonger allonger mon exposé. Mais sachez simplement que quand on prend un cas particulier de l'équation du monopole, quand on prend l'équation écrite dans un espace affine par Raditchev, ou quand on écrit l'équation de Dirac avec un terme comme celui-ci, qu'a inventé a priori Heisenberg avec l'espoir de trouver une nouvelle théorie des particules, on trouve la même équation. Ce qui ne prouve pas d'ailleurs que nous avons tous raison, ça peut prouver que nous avons tous tort, mais ça n'a pas d'importance. Et maintenant, il y a une chose qu'il faut dire ici, et qui n'a été dite par aucun de mes auteurs précédents, c'est que cette équation, qui est celle à laquelle tout le monde aboutit par des chemins différents, eh bien, elle a une propriété extraordinaire, c'est qu'elle comporte trois sortes de solutions. Des solutions bradyons, c'est-à-dire qui vont moins vite que la lumière, des solutions tachyons, qui vont plus vite que la lumière, et des solutions luxons, qui vont exactement à la vitesse de la lumière. Quand je dis trois sortes de solutions, il va de soi qu'on n'introduit aucune constante particulière, ce sont réellement des solutions particulières de la même équation. C'est très curieux, parce que les tachyons, qui sont à la mode depuis quelque temps à cause de l'expérience lyonnaise que tout le monde connaît, les tachyons ont été étudiés depuis très longtemps. Vous savez, les tachyons, l'hypothèse des tachyons a été lancée il y a quelque chose comme 70 ans, je pense, et a été étudiée dans différents pays. Il faut noter que
on a cherché à faire des équations avec des tachyons. Et pour faire les équations avec des tachyons, on a bricolé des équations de façon qu'elles donnent des tachyons. Alors que là, chose intéressante, cette équation que j'ai trouvée il y a une quinzaine d'années, mais que d'autres avaient trouvée bien avant moi en partant d'autres points de vue, eh bien cette équation contient des tachyons dont on ne s'en était pas rendu compte. De là à prétendre qu'il y a là-dedans l'explication de l'expérience lyonnaise, vous comprenez bien que je ne m'y risquerai pas, ce serait une blague, simplement. Mais il est intéressant de voir que par des biais qui sont extrêmement différents, cette différence apparaît dans une seule et même équation qui a été trouvée par mais de nombreuses personnes. Enfin, je pense qu'on doit être au moins 10 ou 15 à l'avoir trouvée, cette équation. Et que les tachyons ne sont pas des objets si extraordinaires qu'on le croit. Notamment, la covariance relativiste de cette équation ne fait aucun doute, ça se voit au premier coup d'œil. Eh bien voilà, je vais arrêter là, en vous demandant pardon d'avoir été peut-être un peu disert au début et bref dans la fin, mais vous comprenez bien que cette sorte d'exposé, bien qu'on y songe sérieusement et longtemps d'avance, cette sorte d'exposé est quand même pas mal improvisé sur la base de ses connaissances préalables, et que donc on a quelques excuses à avoir des raccourcis et des lourdeurs.